Ça va? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'agilité organisationnelle. Je me présente, mon nom est Catherine Julie Charrette. Alors, mon parcours, j'ai commencé ma carrière en gestion de projet. J'ai fait une dizaine d'années de conseils qui m'a amené, entre autres, à gérer des projets en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, puis en Europe, dans des organisations agiles et des organisations traditionnelles. Puis en 2010, j'ai découvert le développement organisationnel et depuis, eh bien, je pratique le développement organisationnel en offrant des services de coaching, de formation et de conseil. Alors aujourd'hui, je suis ravie de passer une heure à discuter avec vous d'agilité au niveau des pratiques de gestion. Juste avant qu'on se lance, si jamais vous éprouvez des problèmes techniques, on a un technicien qui pourra vous aider si vous n'avez pas de son, pas d'image. N'hésitez pas à signifier votre problème et Samuel, notre technicien, viendra vous aider avec ça. Et aussi, il y aura 3 sections donc durant le webinaire. Puis, ce que je propose, c'est à la fin de chaque section de répondre à une ou deux questions. Et puis, ben, s'il y en a plus, bien sûr, ça me fera plaisir d'y répondre peut-être à la fin de notre webinaire s'il nous reste du temps. Alors, j'espère que le programme vous convient. Alors, on se lance. D'abord, je vous présenterai le contexte dans lequel nos organisations évoluent. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'est l'agilité organisationnelle. Puis, on terminera avec une réflexion basée sur le parcours des leaders qui ont fait le changement vers l'agilité au niveau des pratiques de gestion. Alors, c'est parti. Pourquoi changer? Et je vous propose de répondre à un petit sondage pour briser la glace en indiquant, à partir des choix qui vous sont proposés, quelle est selon vous la raison principale qui pousse tant d'organisations à vouloir devenir plus agiles? Alors, selon vous, hein, quelle est, parmi les choix proposés, la raison principale pour laquelle tant d'organisations souhaitent se réinventer pour être plus agiles au niveau de leur pratique de gestion? Très bien, j'aime bien ça. Je vois que vous êtes nombreux à répondre. Alors, toutes ces réponses, hein, ça semble être vers ça que vous, vous prononcez. Et en fait, ben, vous n'avez pas tort, elles sont toutes bonnes, ces réponses-là, mais une récente étude réalisée par McKinsey a révélé que la raison principale pour laquelle tant d'organisations souhaitent faire ce virage, eh bien, c'est pour avoir une culture centrée sur le client. En deuxième position, c'est pour augmenter la productivité et en troisième position, c'est l'augmentation de l'engagement des employés que les entreprises évoquent comme raison pour devenir plus agile au niveau des pratiques de gestion. Alors, en fait, devenir plus agile aujourd'hui, c'est une question de survie, comme l'indique la citation de John Chambers. J'ajouterais aussi que selon l'indice de Standard & Poor's, en 1937, on disait que les organisations, on évaluait en fait que les organisations avaient une durée de vie d'environ 75 ans et aujourd'hui, cet index révèle que la durée de vie des organisations est de 15 ans. Alors, c'est pour ça que vous vivez tous des changements majeurs dans vos organisations. C'est aussi ces changements parce que l'environnement, vous avez peut-être déjà vu cet acronyme, l'acronyme VUCA en français ou VUCA en anglais, qu'on utilise de plus en plus pour qualifier l'environnement dans lequel nos organisations évoluent. Je vous en parle. V pour volatile, I pour incertain, C pour complexe et A pour ambigu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, on parle de volatilité au niveau du contexte de l'organisation parce que ben, il y a beaucoup de changements, comme je vous le mentionnais. Ces changements sont en grande partie dus aux technologies. Les technologies sont omniprésentes. Hein? Elles changent nos façons de vivre, nos façons de travailler. Alors, c'est ce qu'on appelle la volatilité. Il y a l'incertitude aussi, l'incertitude liée au fait qu'il est difficile actuellement de prévoir l'effet de nos actions parce que l'environnement est complexe,
Complexe pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de joueurs dans le marché, des joueurs partout sur la planète, des partenariats auxquels on n'aurait jamais pensé auparavant. Puis, une petite précision par rapport à la notion de complexité, parce qu'on va parler de complications dans un instant. Hein. Complexe, c'est par exemple le cerveau humain. C'est complexe parce qu'on ne connaît pas encore le fonctionnement du cerveau humain. Et ce qui est compliqué, en revanche, c'est plutôt, par exemple, un moteur d'automobile. Moi, je ne m'y connais pas du tout là-dedans, mais je suis convaincue que si je prenais une semaine de mon temps pour comprendre comment fonctionne un moteur d'auto, j'arriverais à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Alors, c'est ça la nuance entre la complexité et les complications dont je vous parlerai à l'instant, dans quelques instants. Et on dit que le contexte actuel, il est ambigu parce que on ne connaît pas les relations de cause à effet. Il y a beaucoup de marchés immatures, de marchés émergents. Et donc, c'est pour ça que tant d'organisations aujourd'hui tentent d'expérimenter davantage, de tester pour apprendre en permanence. Alors, ça, c'est l'environnement externe. Maintenant, il y a l'environnement interne qui pousse les organisations à vouloir devenir plus agiles parce que l'environnement actuellement, on l'appelle, on dit que nos organisations sont mécaniques. Hein? On parle de structures rigides dans lesquelles on a beaucoup de procédures, de processus, de règles. Ces pratiques-là, hein, elles viennent de l'économiste Smith, 18e siècle. Hein? C'est encore ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, dans nos organisations, on a divisé le travail pour le rendre constant, efficient, pour standardiser les pratiques, mais qu'est-ce que ça a fait, ça, réellement? Ça a rendu, puis vous m'excuserez, je vais dire l'expression en anglais, ça a rendu le travail idiot-proof, en fait. Et en rendant bien le travail idiot-proof, on a mis les gens donc dans des boîtes. Et il y a beaucoup de gens qui, même lorsqu'ils savent ce qui serait logique de faire dans le contexte, quand ils font face à un problème, par exemple, bien, ils ne le feront pas parce qu'il y a tellement de règles et de procédures qui vont à l'encontre de ce qui devrait être fait qu'il y a probablement plus de conséquences à agir selon leur logique qu'à suivre les règles qui ont été mises en place dans l'organisation. Et ce travail idiot-proof fait aussi qu'on a perdu beaucoup de sens par rapport au travail. Hein. Les gens, on en entend beaucoup parler, la perte de sens au travail. Bien, ce que ça fait de diviser le travail, c'est que ça a déconnecté les gens des objectifs pour lesquels ils viennent travailler. Donc, ça, c'est l'environnement interne de nos organisations et cet environnement n'est pas du tout approprié pour gérer la complexité. Aussi, hein, je vous ai dit qu'on parlerait des complications. Eh bien, je vous présente un index qui a été développé par le Boston Consulting Group. Alors, eux, pendant 25 ans, ils ont étudié plusieurs organisations. Et ils ont donc développé cet index qui a permis d'évaluer à 6,7% d'augmentation de complications chaque année dans les organisations, ce qui fait qu'au début, entre le début de l'étude du Boston Consulting Group et la fin de leur étude, les organisations se sont compliquées de 35%. Elles étaient 35 fois plus compliquées qu'au début de leur étude. C'est énorme. C'est quoi une complication? Eh bien, pour l'étude, hein, ce qu'ils ont considéré comme complication, alors ce sont toutes les procédures, les gabarits, les fiches d'évaluation, les nombreuses approbations qu'on fait dans les organisations. On dit hein, dans le livre Six Simple Rules que ces complications amènent un gaspillage qu'ils évaluent entre 40 et 80% des efforts dans les organisations. Le quintile supérieur des organisations compliquées, on gaspille 40 à 80% des efforts que l'on fait au quotidien dans les organisations. C'est énorme. Alors, eux, dans Six Simple Rules, ils parlent de work on work, c'est-à-dire qu'on passe du temps à faire, défaire, refaire les choses. Donc, finalement, à réaliser des tâches qui n'ajoutent pas de valeur dans nos organisations. Alors, ça aussi, ça amène les organisations à vouloir se réinventer. Et bien sûr, je ne peux
passer par-dessus les taux de désengagement qui sont énormes dans nos organisations. Alors là, on a les pourcentages canadiens, mais j'ajouterais à ça que Gallup, qui fait des sondages aussi, a fait une étude à travers le monde qui a révélé que 87% est le pourcentage de désengagement des employés à travers le monde. Alors, on peut se considérer chanceux au Canada d'avoir seulement 60%, mais ça reste quand même beaucoup trop élevé. Qu'est-ce que c'est un employé engagé versus un employé qui est désengagé versus un employé qui est hautement désengagé ou activement désengagé? Je vais utiliser les métaphores de Isaac Getz, qui est un auteur qui a beaucoup écrit sur ce que j'appelle l'agilité au niveau des pratiques de gestion. Alors, Isaac Getz, quand il parle d'un employé engagé, il définit ça comme étant une poule que tu engages dans ton entreprise pour pondre des œufs blancs, mais qui te pond des œufs d'or. Un employé qui est désengagé, eh bien, c'est un employé qui rentre le matin et qui pense à partir. Et un employé qui est activement désengagé, eh c'est comme un renard qui vient manger tes poules au travail. Alors, ça, quand on regarde ça, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a 25% des employés qui font avancer nos organisations. Hein? Donc, c'est pas acceptable. Et ça, ces niveaux de désengagement-là découlent des pratiques actuelles de gestion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces chiffres-là? Eh bien, si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien sous le graphique à l'écran, mais en quelques mots, ce que l'étude révèle, c'est que les formations en leadership vont améliorer les taux d'engagement en entreprise. La qualité des relations entre les gens dans l'entreprise contribue aussi à amener un engagement supérieur de la part des employés. La confiance envers le management dans l'organisation contribue aussi à l'engagement. Donner des défis aux gens, c'est aussi une autre chose qui contribue à l'engagement. Alors, je vous invite à aller lire sur le sujet si ça vous intéresse. Vous avez le lien sur la diapo qui sera disponible sur notre site, le site de Technologia. Alors, pour conclure sur cette première section, je cite Isaac Getz à nouveau, qui nous dit que les modèles d'organisation des entreprises sont arrivés à la fin d'un cycle, celui de l'entreprise hiérarchique et bureaucratique. Hein, donc, la fin du top-down, la fin du commande-contrôle. Il faut passer à un autre modèle organisationnel. Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la deuxième section de notre webinaire? Alors, on poursuit. Deuxième partie, eh bien, l'agilité, c'est quoi? L'agilité au niveau des pratiques de gestion. Alors, pour mettre la table, je vous cite Frank Van Massenov, qui est à la tête d'un ministère belge qui dit que lorsqu'ils ont fait ce virage vers l'agilité, parce qu'il s'agit d'un ministère qui est agile au niveau de leurs pratiques de gestion, ce que nous faisons n'a pas changé, c'est la manière, donc le comment nous le faisons, qui a changé. Et pour illustrer ce que c'est l'agilité au niveau des pratiques de gestion, je vous raconte une petite fable qui va comme suit. Alors, c'est l'histoire de Aura et Tempus, deux horlogers très talentueux. Vous savez que pour concevoir une montre, il faut assembler des milliers de toutes petites pièces ensemble. Et comme ils étaient très talentueux, leur téléphone ne dérougissait pas à Aura et Tempus. Et bien, Tempus, lui, à chaque fois que son téléphone sonnait, il devait poser ce qu'il avait commencé à assembler. Et tout ça se défaisait. Il devait reprendre à zéro à chaque fois qu'il s'arrêtait pendant l'assemblage des toutes petites pièces de sa montre. Or, Aura, lui, il avait conçu un design qui lui permettait de faire des sous-ensembles d'une dizaine de pièces, ce qui faisait que lorsque son téléphone sonnait, eh bien, il pouvait poser son sous-ensemble et reprendre son travail sans avoir à tout réassembler. Alors, au fil du temps, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, Tempus a dû fermer boutique et Aura, lui, a continué de prospérer grâce à ce modèle de sous-ensemble qui, mis ensemble, font une montre de très, très grande qualité.
Pour aller plus loin, je vous cite Lou Gerstner, hein, qui va dans le même sens en disant que la structure et le mode de fonctionnement des grandes entreprises les rendent inévitablement lentes et inefficaces. Les petites, elles sont rapides et agiles. Par conséquent, il faut briser les grandes entreprises en petits groupes. Et pour y arriver, ben, il ne s'agit pas de revoir uniquement la structure puis le mode de fonctionnement pour devenir agile. Il faut aussi revoir la culture de l'organisation. En pratique, hein, plus concrètement, qu'est-ce que ça donne dans les organisations qui ont fait ce virage vers l'agilité? Il n'y a pas de recette, hein, je tiens à le dire. Chaque organisation agile a fait un parcours qui lui est propre, a aussi des modes de fonctionnement qui lui sont propres, mais il y a quand même des éléments qui reviennent dans toutes ces organisations-là et je vous en présente 4. D'abord, on a une structure organisationnelle qui est flexible. C'est une structure qui est organique, c'est-à-dire qu'elle se réinvente en fonction des opportunités, des besoins du moment. On va changer les rôles et les responsabilités pour mieux servir le client, pour mieux répondre aux opportunités. On dit que c'est une structure organisationnelle donc qui est souple et résiliente. Aussi, on a réinventé les réunions dans les organisations agiles. On a mis un terme à la paralysie qui découlait de l'analyse pour se tourner vers plus d'action, plus de résultats concrets. On ne cherche pas à obtenir des consensus. On prend nos décisions autrement, et je vais vous en parler après avoir parlé d'autonomie. Donc, c'est le troisième élément qui caractérise les organisations agiles. On parle d'un vrai leadership distribué, un vrai leadership partagé. Alors, les individus et les équipes sont autonomes dans ces organisations et elles peuvent donc prendre des décisions très importantes. Il y a des règles pour le faire. Par exemple, ce qu'on retrouve dans beaucoup de ces organisations, c'est l'obligation de consulter avant de prendre une décision. Donc, je peux, comme un salarié, prendre une décision très importante, mais j'ai le devoir de consulter les personnes qui ont la connaissance et ou la compétence et ou qui sont impactées par la décision. Ça fait partie des règles de ces organisations-là. Alors, en pratique, je vous assure, c'est pas l'anarchie dans ces organisations-là. On parle d'organisations et je suis certaine que vous en connaissez. Je vais vous en citer quelques-unes dans un instant qui sont très performantes. Des organisations où les gens sont engagés dans leur travail. Alors, c'est qui ces organisations-là? Comme vous pouvez le constater à l'écran, il y en a des centaines à travers le monde. On en retrouve dans tous les domaines. Donc, le manufacturier, il y a domaine manufacturier, il y a le jeu, Valve que vous connaissez peut-être, Zappos qui vend des chaussures en ligne, Patagonia, tout le monde connaît Patagonia, hein, on les connaît notamment parce qu'ils font d'excellents produits, mais aussi ils sont très, très engagés socialement et au niveau environnemental. Ça aussi, c'est des éléments qui caractérisent les entreprises agiles, cette responsabilité sociale et environnementale. On voit aussi avec ces modèles, ces exemples que je vous ai mis là, qu'on a des organisations de toute taille aussi. Donc, GE Aviation, 26 000 employés, fonctionne en mode agile. On sait aussi GE Aviation, c'est une organisation où il y a beaucoup de risques. Hein? Mais on fonctionne en mode agile, on fait confiance aux gens. Il y a Gore-Tex, tout le monde connaît Gore-Tex, eh bien c'est eux. Au Québec, j'en ai mis 2. Il y a Regitex, qui est un leader dans son domaine, une entreprise Bourse Run, et il y a Conversité, qui est une organisation qui travaille avec les municipalités aussi, qui fonctionne en mode agile. Alors, on voit hein, que c'est très varié. On voit que ça se fait même dans le domaine public, avec des entreprises syndiquées. Favi aussi, c'est une entreprise qui est syndiquée. J'ai aussi laissé le groupe Poult, qui est une biscuiterie française, même si on sait aujourd'hui qu'elle n'est plus agile, parce que le leader qui avait fait cette transformation vers les pratiques d'agilité au niveau managérial a été remplacé par un leader qui, lui, croyait davantage à l'approche mécanique. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça se passe
cette transition-là, ce retour à des pratiques plus traditionnelles dans la biscuiterie Poult. Alors, une histoire à suivre. Donc, voilà pour ces organisations. Et les résultats, je reprends mon ministère belge, hein, bien, les employés sont 9 fois plus loyaux, il y a 2 fois moins de malades, 6 fois moins d'absents, et les gens sont 55 fois plus créatifs. C'est pas rien, ça. Donc, ça marche, l'agilité. Alors, à vous maintenant. On va faire un deuxième petit sondage. Quel est, sur une échelle de 1 à 5, le niveau d'agilité dans votre organisation? Un étant, hein, bien entendu, le niveau d'agilité le plus faible. Donc, c'est intéressant. Quand même, on a une organisation très agile dans le lot. De quelle organisation s'agit-il? C'est intéressant de savoir. Quand même 7 qui considèrent qu'ils sont au niveau 4, 21 au niveau 3, 17 au niveau 2, et donc quand même une majorité d'entre vous considèrent que leur organisation se situe à un niveau 3 au niveau de l'agilité. Bon, c'est pas mal. Très bien. Vous avez tous répondu, ouais. 31% niveau 3. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'est l'agilité au niveau des pratiques de gestion maintenant? Parce qu'on connaît beaucoup hein, l'agilité au niveau des pratiques de gestion de projet. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont entrepris un virage pour avoir des pratiques de gestion de projets plus agiles. Hein. Et moi, ce dont je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment de déployer l'agilité dans tous les départements de l'organisation. Donc, pas de questions? Alors, on poursuit avec la troisième section de notre webinaire qui porte sur les étapes qui mènent à l'agilité. Alors, d'abord, je vous dirais que les leaders qui ont entrepris ce virage vers l'agilité, c'était des leaders qui ne croyaient plus au modèle mécanique, qui croyaient donc qu'il fallait réinventer les pratiques de gestion. Et ces leaders-là, pour arriver à penser à l'agilité, ont effectué donc un changement de paradigme très important. Puis, pour vous parler de ce changement de paradigme-là, j'aime beaucoup utiliser la théorie des X et des Y de McGregor. McGregor, c'est un docteur en psychologie de Harvard. Et il a développé cette théorie en 1960 quand même. En 1960, hein, il disait que c'était la théorie Y qui était la plus appropriée pour gérer, diriger les organisations. Alors, c'est quoi ces deux théories-là? Théorie X, hein, le postulat de base, c'est que les humains sont paresseux. Et parce qu'ils sont paresseux, ben, on doit les contrôler. Puis, parce qu'ils sont contrôlés, ben, ils ne sont pas épanouis, ils sont démotivés, et donc, ils cherchent à en faire le moins possible. Et donc, comme ils cherchent à en faire le moins possible, eh bien, hein, la boucle, on se dit qu'ils sont paresseux. Alors, il y a beaucoup de nos organisations qui sont gérées avec ce paradigme-là, hein, dont les comportements dans l'organisation découlent du postulat de base de la théorie X. Les leaders qui ont fait le virage vers l'agilité, ce sont des leaders qui croient au postulat de base de la théorie Y, qui stipule que les humains ont besoin d'être responsables. Donc, on ne doit pas les contrôler. Et on doit donc gérer en faisant confiance. Et cette confiance fait en sorte qu'ils vont assumer leurs responsabilités et ils vont donc être motivés parce que la motivation, c'est une énergie qui pousse à agir, à en faire un maximum. Et ce matin, en lisant
mon fil de nouvelles, je suis tombée sur un article très intéressant que je vous invite à lire et je me permets de vous en lire un petit extrait. C'est dans le Journal des Affaires. Ça a été publié donc hier. C'est Olivier Schmucker qui l'a publié, cet article. Il parle de Steve Jobs. Puis, il y a un lien vers une entrevue que Steve Jobs a fait en 1985, dans laquelle il nous dit, et je vais vous lire une petite partie de ce qu'il dit. Il dit, quand est-ce que les gestionnaires, les leaders vont se transformer en véritables leaders? Hein, il dit, une fois de plus, on considère que les employés dont les leaders ont la responsabilité ne sont que des grands enfants, indisciplinés, incompétents, qui ont besoin d'une autorité parentale pour les faire travailler. Et donc, on continue dans nos organisations d'enregistrer de piètres résultats. Alors, depuis combien d'années est-ce qu'on continue à traiter les employés en enfants? Hein? Et c'est ce que j'observe, moi, beaucoup dans les organisations, ces relations parents-enfants qui découlent de la théorie X. Alors, les leaders agiles, ils croient qu'il faut faire confiance et c'est comme ça qu'ils gèrent leurs organisations. Leur approche est basée sur la confiance et sur donc la théorie Y. Alors ça fait partie, donc, ce changement de paradigme-là, du parcours qui a amené donc ces leaders à devenir plus agiles et transformer leur organisation pour qu'elle soit plus agile. Ces leaders croyaient aussi que l'approche agile répondait aux besoins fondamentaux des êtres humains, qui sont les besoins d'affiliation, de compétences et d'autonomie. C'est quoi le besoin d'affiliation? C'est le besoin d'appartenir à un groupe, c'est le besoin de se sentir reconnu, c'est le besoin d'être traité d'égal à égal. On sait aussi que dans les organisations agiles, on répond aux besoins de compétences en amenant les gens à se développer, à progresser. Hein, on parle de réelle organisation apprenante. Hein, on entend ce terme-là souvent, hein, mais dans les organisations agiles, on est vraiment, on répond à ce besoin de compétences que nous avons tous. Et finalement, troisième besoin fondamental auquel l'approche de gestion agile répond, c'est l'autonomie. Hein. L'autonomie, on a ce besoin-là depuis notre petite enfance. Hein. Puis, je parlais des relations parents-enfants dans les organisations hein, qui sont axées sur le contrôle. Eh bien, dans les organisations agiles, on a compris qu'il fallait laisser le contrôle aux employés, leur laisser prendre des décisions pour qu'ils puissent s'approprier la mission de leur organisation. Parce que quelqu'un qui est exécutant n'a pas besoin de comprendre la mission de son organisation, finalement. Il ne fait que faire ce qu'on lui dit de faire. Alors, pour devenir agile, on doit aussi donner de l'autonomie aux gens. C'est essentiel. Je le répète, il n'y a pas de recette pour devenir agile, mais il y a un parcours qui revient pas mal dans cet ordre-là quand on parle et on lit sur les leaders qui ont fait le virage vers l'agilité. Hein. D'abord, c'est d'être à l'écoute. Donc, les leaders qui ont entrepris le virage vers l'agilité ont compris que s'ils n'étaient pas à l'écoute, ben, les salariés n'allaient pas les écouter. Alors, c'est pour ça qu'ils ont commencé par écouter les gens dans l'organisation. Et quand ça a été fait, ils ont commencé à partager leur vision. Partager leur vision pour en faire une vision partagée. C'est-à-dire qu'ils ont eu une vision qui était inclusive. Ils ont engagé les employés à définir cette mission avec eux pour qu'ils l'aient dans le sang, finalement, cette mission organisationnelle. Pour que ce ne soit pas juste lui ou eux, les dirigeants, qui aient cette vision-là. Parce qu'une vision, c'est un outil de gestion. Une vision, ça permet de diriger les comportements des gens dans l'organisation. Alors, quand les employés connaissent la vision, la mission aussi de l'organisation, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ils savent ce qui est valorisé. Et ça, c'est très puissant. Ensuite, ils se sont attaqués à changer l'environnement hein, pour avoir des équipes qui sont autogérées, des équipes autonomes.
Et ça, bien sûr, ben, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein? Cotter, qui est un expert en gestion du changement, dit qu'un changement de culture, ça prend entre 10 et 20 ans. Et ce qu'on observe aussi hein, dans nos entreprises qui sont devenues agiles, c'est un virage qui prend du temps et qui se fait à l'aide de formation, entre autres, et de plein de petits gestes au quotidien. Et c'est pour ça que le quatrième point, c'est la vigilance. Parce que c'est facile de rebasculer aux anciennes pratiques de gestion. Et les leaders agiles l'ont compris ça aussi. Et ils se sont donné le rôle, non pas d'intervenir hein, au quotidien dans la gestion, ils se sont retirés, mais leur rôle principal, c'est d'être gardien de cette vision qui va faire que l'organisation va demeurer agile. Donc, voilà pour le parcours des organisations agiles. Je vous cite Lisa Fecteau, hein, je vous ai parlé de Rigitex quand je vous ai montré les exemples d'organisations qui sont agiles. Et elle, comment elle a entrepris ce virage-là, hein, c'est ce qu'elle nous explique dans cet article. Hein, elle dit que pendant 2 ans, elle a rencontré ses employés par groupe de 10, sans leur patron. Puis elle a réalisé qu'ils avaient d'excellentes idées, des solutions aux problèmes qui faisaient plein de sens et que ça n'avait pas d'allure de ne pas les écouter. Et c'est ça qui a amené Mme Fecteau, donc, à de transformer son organisation en une organisation agile. Et aujourd'hui, il y a plusieurs articles avec, où elle a été interviewée, où est-ce qu'on lit qu'il y a plus de patrons dans l'entreprise. En fait, elle dit que maintenant, elle n'est plus présidente, Mme Fecteau, elle est propriétaire. Elle laisse les employés décider. Alors, je vous invite à aller lire. C'est une personne qui est très inspirante et donc, le parcours qu'elle a entrepris pour amener son organisation vers l'agilité a fait que c'est une entreprise qui est leader dans son marché, qui innove et donc qui est très performante. C'est un beau modèle d'organisation agile qui est Rigitex. Aussi, je vous cite Simon Sinek qui dit que quand on dit aux gens de faire leur travail, ben, on obtient des gens qui exécutent leur travail. Quand on fait confiance aux gens, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des leaders. Et j'ajouterais, parce qu'elle n'est pas là, parce que c'est dans l'article que j'ai trouvé ce matin et que j'ai voulu partager avec vous, une citation de Steve Jobs qui dit que chez Apple, nous n'embauchons pas des gens pour leur dire quoi faire, mais pour qu'eux nous disent quoi faire. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans les organisations agiles. On parle de délégation inversée. On parle de pyramide inversée dans les organisations agiles. Alors, ça couvre les thèmes que je souhaitais aborder aujourd'hui. J'aimerais savoir maintenant si vous avez des questions et aussi, moi j'ai envie de vous en poser une, à savoir ce que vous pensez de l'agilité dans le cadre d'une société comme la nôtre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous y croyez à ce modèle? Est-ce que vous croyez que c'est vers cela qu'on devrait tendre? Alors, c'est le temps de poser vos questions, tout à fait. Je suis contente de voir ça. J'y crois fermement. Oui, je le veux. Et pourquoi? Et est-ce que vous vous questionnez sur la manière de s'y prendre? Est-ce que la gestion agile est l'équivalent des entreprises libérées? Oui, effectivement. En fait, on parle aussi, donc, en France, on parle beaucoup d'entreprises libérées, effectivement. On parle aussi aux États-Unis beaucoup d'holacratie. Hein? Donc, il n'y a pas de recette, encore une fois, mais moi, quand je vous parle d'agilité au niveau des pratiques de gestion, mes recherches, mes expériences m'ont amené donc à me pencher sur donc l'entreprise libérée en France, l'holacratie aux États-Unis. Alors, oui, c'est un mélange de tout ça. Sans doute. Alors, quelqu'un dit que
ça fait beaucoup de sens, mais le fait que la compagnie soit très grosse peut sans doute être un frein. Bien, on dit que toutes les organisations, elles naissent agiles, hein, et que en se développant, donc en grossissant, les entreprises se compliquent et se complexifient. Mais c'est possible. Je vous ai donné donc des exemples. Il y avait GE Aviation, 26 000 employés, mais je pense par exemple à une autre très grande entreprise qui est Semco au Brésil, hein, je ne sais pas exactement combien il y a d'employés chez Semco, mais c'est une très grande entreprise qui a réussi ce virage-là. Donc, on observe que tout domaine, toute taille, la transformation, elle est possible et souhaitable aussi, parce que je vous le répète, ces entreprises-là, elles sont leaders dans leur domaine. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires que je vois. Hein, j'aime bien vous lire, je suis contente de vous lire. Il faut miser sur les humains. Les humains sont la clé pour gérer la complexité. Il n'y a pas de procédure, de processus, de règles qui pourront nous permettre, ni de machines, hein, j'ajouterais, parce que les technologies, hein, on parle beaucoup d'automatisation. Il n'y a pas, il y a rien de mieux que nous, les humains, pour composer avec la complexité. Moi, je crois que c'est pour ça qu'on pourra jamais nous remplacer, même si on parle d'intelligence artificielle, d'automatisation, hein, c'est nous la clé pour composer avec la complexité. Donc, ben non, ici, je n'ai pas d'exemple d'une société d'État qui est agile. Par contre, je dois vous dire que à Gatineau, j'ai enseigné à des gens qui travaillent dans un ministère au fédéral et qui ont des laboratoires pour expérimenter donc toutes sortes de pratiques agiles. Alors, j'ai trouvé ça très rafraîchissant. Ils ont créé des espaces de travail collaboratifs. Ils ont donné plus de souplesse aux employés. Donc oui, le changement, il s'effectue dans toutes sortes d'organisations. Et je crois que cette année, nous allons en voir, cette année, en 2018, en fait, je crois que ce sera l'année de l'agilité parce que je vous dirais que moi, ça fait quelques années que je m'intéresse à ce sujet. Et en ce moment, je lis environ 2 articles par mois sur le sujet dans la presse québécoise, donc ce qui est beaucoup par rapport à il n'y a pas si longtemps que ça, où je devais plutôt sortir d'ici pour aller chercher de l'information et faire de la recherche sur le sujet. Alors, je lis vos questions encore. Nous avons quelques minutes devant nous. Peu de patrons sont prêts ou formés pour ce passage. Bien, effectivement, c'est vrai parce que c'est un changement de paradigme. C'est pas ce qu'on nous enseigne dans les écoles de gestion aussi. Ça prend un gros travail sur l'ego, je vous dirais, pour pouvoir gérer en mode agile. Puis, donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai conçu une formation d'ailleurs sur le sujet, vous l'avez à l'écran, hein, c'est que je crois qu'on a besoin d'accompagner nos leaders, nos gestionnaires et les employés aussi pour pouvoir déployer l'agilité partout dans l'organisation. Donc, c'est exact ce que je lis. Ensuite, qu'est-ce que vous partagez? De processus. Comment l'agilité peut-elle s'appliquer à la gestion opérationnelle d'une entreprise de services? Alors, on pourrait en parler. En fait, on pourrait en parler longuement. Conversité, si vous souhaitez aller lire sur la manière dont ils ont effectué le virage, c'est un bon exemple d'entreprise de service qui a effectué le virage. Mais je vous dirais que moi, pour avoir travaillé dans les entreprises de service, je considère que j'ai travaillé dans des organisations qui étaient très agiles aussi, où est-ce qu'on avait beaucoup de latitude pour servir nos clients. Donc, et beaucoup de latitude sur la manière de faire les choses. Donc, on pouvait réinventer les processus, les procédures en fonction des besoins du moment, en fonction
des produits qu'on voulait et des services qu'on voulait offrir à nos clients. Donc, tous les domaines, on peut les transformer pour qu'ils soient agiles. Je lis une autre question. Quelle est la taille moyenne des entreprises agiles citées dans la présentation? J'aurais malheureusement pas de chiffres à vous donner là, de moyenne. Par contre, Conversité, c'est une petite organisation, une dizaine d'employés. GE Electric, 26 000 employés. Donc, on en a des exemples très variés. Patagonia aussi, c'est quand même des organisations de taille importante. Gore-Tex. Il y avait l'entreprise Morningstar aussi, qui est quand même une grande entreprise et qui est agile. Sun Hydraulic aussi. Harley Davidson aussi, c'est pas une petite organisation. Donc, ça va peut-être être plus long faire ce virage dans une plus grande entreprise parce qu'elles sont plus complexes, plus compliquées. Mais on le fait. Il y a ING aussi en Hollande, le siège qui est devenu agile. Ça a pris plusieurs années, mais c'est un cas qui est très bien documenté. Si le sujet vous intéresse, si vous êtes dans le domaine bancaire, bien que ING aujourd'hui ne se considère plus comme une institution financière, mais bien comme une organisation techno, parce qu'ils ont réalisé que ce dont ils avaient besoin en termes de talent, parce qu'ils offrent des services beaucoup à travers le web, c'est qu'ils avaient besoin d'experts en techno plus que d'experts en finance. Donc, c'est très intéressant aussi ce virage et ce positionnement qu'a pris ING pour être plus agile. Alors, l'éducation en agilité est-elle bien faite dans les universités? Enseigne-t-on encore les anciennes méthodes? Oui, moi j'enseigne dans 2 universités. Les universités aussi se réinventent et on cherche à enseigner de nouvelles approches, mais tout ça est encore très nouveau. Donc, je vous dirais que oui, mais pas assez. Alors, encore peut-être 2-3 questions avant de terminer notre webinaire. Avez-vous des recommandations de lecture? Ah oui, Liberté et compagnie d'Isaac Getz, Lalou, Reinventing Organization, c'est un livre qui est en français, mais le titre est en anglais. Hein? C'est Frédéric Laloux, donc qui est vraiment quelqu'un qui a écrit énormément et qui est très intéressant aussi à écouter en ligne. Hein. Il y a plusieurs vidéos que vous pourrez trouver. Puis j'ai parlé de Frank Van Massenov, vous excuserez mon flamand, qui est celui qui est à la tête du ministère belge dont je vous ai parlé. C'est un personnage qui est très coloré et qui fait des conférences très, très, très intéressantes et qui parle de comment il est arrivé à transformer son ministère en ministère agile, en disant notamment qu'au début, personne ne voulait en entendre parler de cette transformation-là, puis aujourd'hui, tout le monde veut savoir comment il s'y est pris. Donc, c'est un très bel exemple parce que beaucoup de gens croient que oui, dans l'organisation, l'entreprise privée, mais pas dans un ministère. Alors, allez voir ce qu'il a fait comme conférence, Frank Massenhoven. Et d'autres lectures que je pourrais vous recommander. Harvard Business Review a publié aussi d'excellents textes, plutôt sous le thème de holacratie, hein? Holacratie, H-O-L-A-C-R-A-T-I-E, parce que c'est pas un mot que vous avez peut-être entendu auparavant. Donc, un beau mot qui est le holacratie. Donc, ça aussi, en faisant des recherches sur Google, vous pourrez trouver probablement des textes sur le sujet. Puis McKinsey publie, je vous dirais, chaque semaine en ce moment, en tout cas plusieurs fois par mois aussi, des articles sur l'agilité au niveau des pratiques de gestion et il y a vraiment une thématique qui s'appelle The Future of Work, qui est très, très intéressante aussi et en lien avec ce dont on a parlé aujourd'hui. Donc, bien, allez voir cet article, tapez Lisa Fecteau aussi. C'est un beau modèle qu'on a au Québec d'une organisation qui est agile. Donc, je vous invite à découvrir cette belle organisation Boss Run qui a fait ce virage. Alors, voilà, je pense que j'ai répondu à vos questions.
J'espère que ça vous a plu. Et puis, avant de vous quitter, eh bien, ce serait bien de se revoir en 2018 lors d'une formation sur l'agilité organisationnelle si le sujet vous intéresse. Et ben, je vous souhaite une excellente fin d'année à toutes et à tous. Et je nous souhaite beaucoup d'agilité en 2018. Alors, au revoir et puis excellente fin de journée.